Salut à tous. Du coup, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de commenter une session de trading que j'ai fait le 11. Donc, si je dis pas de conneries, le 11 c'était hier, c'est ça. Pour resituer un petit peu ce qui s'est passé, j'avais passé mon test sur Bullenox, un compte 50K. J'ai eu l'excellente idée de vouloir intégrer un petit peu du market profile dans mes analyses. Notamment pendant c'était jeudi soir, je crois, la session de jeudi soir, donc qui était hyper volatile. Du coup, ça m'a donné un biais qui était haussier, alors que fondamentalement, on était en train de jouer un bracket qui était baissier en dessous de l'initial balance, pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet. Moi, mon pari, c'était qu'on remonterait tester le haut de l'IB, voire même qu'on dépasse un petit peu et qu'on aille rechercher l'extrémité de la VA. C'est jamais arrivé. Deux problèmes à ça. J'avais quand même réussi à scalper en fait à la hausse pendant la chute du cours, donc je m'en étais sorti pas trop mal, sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvé complètement embarqué. Enfin, c'était une catastrophe. En gros, j'ai explosé mon compte. Bon, ça arrive visiblement à tout le monde. C'est toujours énervant. Après discussion avec deux trois personnes, je me suis rendu compte que clairement, en fait, tous les biais qu'on peut avoir à travers des graphiques, à travers des analyses, enfin, soit des analyses graphiques, soit des analyses type market profile, soit ou d'autres analyses fondamentales ou même de la news. euh, ça, ça, ça implique qu'on ait des biais. Donc pour moi, les biais, j'ai pas de problème avec ça à partir du moment où on est long terme. Par contre, clairement, quand on fait du scalping, visiblement, c'est absolument pas adapté. Je l'ai appris, ça m'a coûté cher. Bon, enfin, ça m'a coûté cher, c'était pas mon argent, donc je m'en fous. Mais voilà, donc c'est quelque chose que je vais essayer d'arrêter complètement. Du coup, en fait, j'ai complètement changé mon setup, enfin complètement. J'ai dégagé donc toute l'espèce de peu de graphique que j'avais, notamment le Auction Vista, le Market Profile, on n'en parle plus, peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais pas avant quelques mois, je pense. Et peut-être plus sur des bandes ou des choses comme ça. Donc je m'étais dit que j'allais revenir clairement à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Donc le DOM, pur et dur, même plus de volume profile. Enfin, j'ai dégagé le volume profile, j'ai dégagé les quantités bid et ask, les deux tapes toujours, donc un tape non filtré et un tape filtré à 10. Au cours de la session, en fait, je le modifie, puisqu'en fait, je rajoute un système de coloriage pour les upticks et downticks, qui permet en fait de comprendre vraiment dans quel sens se décale le marché. Voilà, donc maintenant je vais essayer de démarrer la vidéo et puis de vous expliquer un petit peu ce que je vois au fur et à mesure. Donc là, j'ai déjà commencé sur 4 trades perdants. 4 trades perdants, je suis à moins 312 de PNL. En général, ça commence à m'affoler un petit peu, puisque sur mes sessions, je me débrouille allez, pour risquer maximum allez, 400, 500, 500 grand max, quoi. Donc là, ici, en fait, j'ai joué le short. Quand on regarde le tape filtré à 10, on s'aperçoit qu'il y a énormément de vendeurs sur la zone de 39-49. Donc j'ai pris short à 52, donc voilà, je sors, je prends 50 points. On voit que les petits, ça alterne. Là, pour moi, en fait, je joue toujours sur un marché baissier. Puisqu'en fait, on voit que le cours a du mal à monter, qu'il y a beaucoup d'absorption, même s'il y a beaucoup d'acheteurs parmi les gros. On n'arrive pas à passer la zone des 39,53. Donc là, sur mes prises de décision, il y a plusieurs choses, hein. Il y a le tape, donc j'ai tendance à regarder le tape en fait des petits à gauche, qui vont donner un petit peu la direction, on va dire, à très court terme. Le tape à droite, qui sont les gros ordres, qui pour moi en fait vont venir confirmer ce que j'ai pu voir en fait chez les petits, c'est-à-dire qu'on peut voir beaucoup de bleu apparaître en fait chez les petits. Si c'est pas suivi à droite, il y a peu de chances qu'on ait un mouvement en fait qui dure. Donc ce qui va m'intéresser, ça va être ça en fait, c'est de trouver du bleu à gauche qui sera suivi à droite.
Donc là, ouais, je passe acheteur, c'est ça. J'aurais pu être plus rapide, c'est toujours plus facile de le voir après coup. Clairement, en fait, on voyait le tape non filtré qui était passé bleu, et le tape filtré 10 qui a mis un peu de temps à suivre, mais qui a suivi assez rapidement au final derrière. Notamment, il y a eu une énorme absorption là sur la zone des 39,52 avec 148 et 130 ordres à la vente et 112 à l'achat. Donc ici, il y avait une belle imbalance pour ceux qui ont fait un petit peu de footprint, qui était confirmée en plus par les tapes. Donc là, j'ai été un peu con, j'aurais pu rentrer plus vite plus tôt. Bon, c'est toujours facile de dire ça après coup. C'est comme tous les traders et tous les analystes techniques de Twitter qui nous font des analyses sur ce qui s'est passé ou s'il pourrait se produire. Ce qui est important, c'est de le faire au bon moment. Donc là, on a une belle vente, 203, une imbalance énorme sur les 39,57. Pareil, ça je le vois maintenant, je l'ai pas vu hier. On voit de l'intérêt quand même chez les acheteurs là, mais ça vend en face, hein. Enfin, il y a du monde dans le carnet en face, ça recharge, donc ça veut pas monter là. Ça devrait repartir, donc là il y a peut-être une dizaine de ticks à aller chercher à la hausse. Je me rappelle plus ce que j'ai fait à ce moment-là. Mais bon, le carnet est quand même assez light, donc les mouvements sont assez brutaux et assez saccadés. Là, je vois en moyenne 300 à l'achat, entre 250 et 300 à la vente. C'est léger, et du coup, on a des mouvements qui sont assez erratiques et qui peuvent être assez violents. Notamment, on voit des zones de prix qui sont absolument pas tradées sur les 39,54-25, les 39,55 notamment, les 39,54-75, et ce qui fait qu'en fait, on a des décalages qui peuvent être assez dangereux, notamment sur les stops, où on peut très bien mettre un stop à 50 $ et traiter à 100 à cause de ces phénomènes. Donc là, pour l'instant, clairement, moi, j'ai rien à trader. Il y a un bracket qui est trop petit. On n'a pas vraiment des décisions, même si effectivement il y avait du monde à l'achat en face, le carnet était blindé. Ah, par contre, là, ici, il y a une ligne à 193 ordres qui est apparue à 39,51,75. Ça peut servir d'objectif ou d'appui. Ok, là, on a l'impression que ça s'arrête. L'ordre a été décalé, hein. On le voit arriver à 39,51 là. Ok, je passe à la vente. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Ouais, non. Non, je suis d'accord, c'était pas la bonne chose à faire. Maintenant, c'est pareil, c'est encore assez simple de le voir. Enfin, c'est assez simple. Maintenant, ça me paraît plus évident après coup. Effectivement, pour moi, il y avait eu un ralentissement dans la zone, et on avait, même s'il y avait toujours des vendeurs, il y avait plus de mouvement baissier. Donc pour moi, on était sur une zone de potentiel retournement. Donc effectivement, c'était une connerie de faire ça. Bon, maintenant que je l'ai vu, ouais, là, ça va retracer et je partirai long, je pense, si je le faisais maintenant. Ça aurait été une erreur d'ailleurs. Donc là, en fait, là, je suis en train de chercher comment je vais faire apparaître les tick up, tick down. Donc bon, je bricole un petit peu. Je vais peut-être avancer, c'est pas forcément hyper intéressant. Euh, En fait, là, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir vraiment si le marché décale.
Puisqu'en fait, connaître les ordres à l'achat et à la vente, c'est intéressant, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est les ordres à l'achat et à la vente qui proposent enfin, qui provoquent un décalage du prix. S'il n'y a pas de décalage du prix, au final, c'est assez peu intéressant, ou du moins ça montre que qu'on est sur une zone d'absorption et qu'on n'arrive pas à décaler le prix malgré les ordres ATP à tout prix ou market qui frappent le carnet. Donc je continue un petit peu à avancer, clac. Après, je m'occupe du deuxième carnet. Enfin, du deuxième tape, pardon. Ouais. Ok. Donc ça, c'est hyper joueur quand même. Là, je viens de rentrer short alors que je voyais de l'achat au carnet. Mais parce qu'il y avait il y avait un peu d'absorption. Ouais, c'est ça, ça passe pas. Parce qu'il y avait un peu d'absorption, mais non, faut pas déconner. Donc là, je rentre long, ok. Comment ça va se passer cette affaire? Ouais, on passe les 39 550. Ok, ça passe. Ça passe, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais, c'est assez indécis. On n'a pas vraiment de tendance marquée. J'ai tendance à laisser traîner un peu le trade. J'aurais pu sortir avec 100 $. J'ai choisi d'attendre, d'aller chercher 150. C'est un peu toujours la difficulté que je rencontre en fait sur mes trades gagnants comme ça, où il y a une tendance qui est pas très marquée. J'ai tendance à espérer un peu trop, on va dire. Là, typiquement, là, je vois que j'ai un MFE de 10, un MAE de 5, donc c'est hyper correct. Il aurait fallu que je prenne, allez, que je sorte avec 7, quoi. Ok, je retente un long. D'ailleurs, je suis tellement confiant que je mets pas de stop. Bien joué. Ouais, finalement, je sors avec un ordre ATP. Je prends 12,50, mais je voyais trop de rouge dans le tape à gauche. Donc là, voilà, typiquement, là, quand je vois un burst d'ordre comme ça qui provoque du optique, mais qui n'est pas suivi à droite, c'est le genre de choses qui va m'intéresser, mais il faut que ce soit suivi, quoi. Sinon, j'ai un peu de mal. Donc là, ça y est, on a vu des gros qui sont rentrés qui sont rentrés au marché. On se dit, on peut y aller. Alors, ce que je fais aussi, c'est que le carnet, je m'en sers aussi pour chasser les stops. Notamment, là, quand je vois toute une ligne de gros là, qui est rentrée comme ça sur les 39,53, 39,53, 39,52, 25, 39,52, ça peut vouloir dire qu'on peut s'amuser à vouloir tenter de shorter au 39,50, 39,51 par exemple, 39,51, 50. On peut aller chercher un short à cet endroit-là, puisqu'on va péter les stops enfin les stops, ou du moins qu'on va provoquer la sortie du marché des gens qui sont rentrés à ce niveau-là. Donc on peut enfin, tout ça, c'est un petit peu mon ressenti, hein. J'ai pas eu de formation là-dessus, j'ai pas eu de cours, etc. Mais c'est des patterns que j'ai vus fonctionner, que j'ai utilisés, qui ont marché. Pas tout le temps, évidemment, mais qui ont marché en tout cas suffisamment pour que je les retienne. Donc ça, c'est des configurations que je peux voir soit dans le inside print, parce que dans ces zones là ici, donc on voit, donc ça c'est tous les ordres en fait qui ont été passés au niveau de prix correspondant. Donc là typiquement ici on voit eu 12 achats, il y a eu 23 ventes à cet endroit-là. Donc typiquement quand on va chercher ici voilà des zones aussi, bon maintenant c'est trop tard, mais quand on voit des 150 acheteurs, enfin 150 vendeurs dans cette zone, on peut vouloir être tenté d'acheter ici notamment dans la zone des 39, 45, 50. D'ailleurs, c'est certainement ce qui s'est passé au-dessus, puisqu'après on voit qu'il y a des trous ensuite derrière dans le type. En fait, il y a dû y avoir un mouvement assez violent, et ça peut être justement les stops de ces gros vendeurs qui étaient ici là. Alors, on va avancer un petit peu. Ouais, je suis encore en train de. Qu'est-ce que je faisais là? Ah, ok, changer la couleur, je voulais du bleu. Très important. Alors,
On peut se demander pourquoi je fais ça en plein milieu de ma session de trading. 2 raisons à ça, hein. Bon, déjà travailler avec une plateforme qu'on aime, c'est important. La deuxième, c'est que ce type de trading là, justement à faire que du DOM, la erreur d'exécution. Boum, ça pardonne pas ça. La grosse erreur d'exécution. Ouais, je m'en sors bien. On va la remettre. Je vais mettre une pause. Donc là, ce que je disais, c'est quoi? Donc il y a deux raisons pour laquelle en fait j'ai changé ces couleurs en fait. La première, c'est comme je disais, donc bon, c'est important de bosser avec une plateforme qui nous plaît et avec laquelle on a envie de bosser. Donc moi, j'étais parti sur du bleu, du rouge. Hop, je vais tout laisser en bleu, en rouge. Mais aussi parce que de temps en temps, aller une fois toutes les 5 minutes, une fois toutes les 10 minutes, c'est usant de ce type de trading en fait, parce qu'on regarde les deux tapes, on regarde l'inside print, on regarde les liquidités, on regarde les mouvements du prix. En fait, ça demande une concentration qui est assez importante. D'ailleurs, j'ai viré tout ce qui pouvait être distraction autour de mon bureau. Pas de téléphone, pas de Discord, pas de Telegram, pas tout ça. Donc c'est aussi une façon de faire autre chose, de dire tiens, pendant 5-10 secondes, je fais un truc un peu différent, et après, boum, j'y retourne, je me remets dessus. Maintenant, je voulais revenir un petit peu là sur l'erreur d'exécution. Ouais, grosse erreur. Ok, donc je suis là. Donc là, je suis sur un trade, ok, je suis passé à l'achat, j'ai mis mon ordre de vente au-dessus. Là, ok. Bon, c'est pas terrible. Honnêtement, qu'est-ce que j'ai foutu là? Donc là, ok, je veux passer à l'achat. Les deux tapes disent ok, achète. Donc j'attends un retracement. Je mets mon ordre à l'achat. Ok, je suis exécuté. Je mets mon ordre de sortie au-dessus. Et là, en fait, la connerie, c'est que je suis long. Je suis long. C'est un ordre de vente que j'aurais dû positionner juste là. Hop. Je vais essayer d'arrêter le truc au bon moment. Ok, là je rentre. Ok. Donc là je suis long. Grosse erreur. Ce que je viens de faire, en fait, je suis rentré. J'ai positionné mon ordre de sortie ici, ordre de vente. Par contre, ici, c'est un ordre d'achat que j'ai positionné, c'est pas un ordre de vente. Grosse erreur. Là, ici, je devrais être à la vente. Ça, c'est mon stop. Du coup, on continue. Lui, je le remonte au-dessus, en fait, en me disant, c'est ma sortie. C'est ma sortie, en fait, c'est mon stop loss. Donc, je vais être transformé en stop win en remontant sur les 25. Sauf que ça, c'est un ordre clairement qui devrait être une vente. Donc là, le gros problème, c'est qu'en fait, je vais alourdir ma position au lieu de sortir si je viens le toucher. Voilà. Et là, en fait, et pourtant, je l'ai quand même annulé l'ordre et je l'ai recréé, hein. C'est pas simplement je l'ai décalé. Donc en fait, je sais pas ce que j'ai fait en fait. Et là, sauf que j'ai dû rester sur les mêmes couleurs. Et là, on y va comme ça en avant. Et là, du coup, pareil. Là ici, non, celui-ci en fait, c'est pas une erreur. Celui-ci, je l'ai mis volontairement en fait en me disant. Comme on est sur une zone d'absorption depuis tout à l'heure, ici avec une belle imbalance, c'est-à-dire que là en fait on a pas mal d'ordres qui trade avec pas de mouvement, je me dis en fait on risque d'avoir une explosion haussière, à ce moment-là je passerai short et je gratterai 2-3 ticks au retracement. Donc ça c'est pour faire un mouvement assez vite. Là c'est une grosse erreur, ça pour moi c'est ok. Voilà, du coup c'est ça ok, ça c'est ce que je fais. Voilà, par contre ici, boum. Là du coup en fait je sens que le retracement va pas être assez important pour aller chercher le premier ordre que j'ai sorti. Ah putain, là, il y a du boulot encore. C'est pas fini. Ok, donc là ici, je mets mon ordre de sortie. Ça, c'est mon objectif, 50 euros, enfin 50 dollars. Je vois que ça va pas y aller. Je vois que là ici, il y a du monde qui commence à rentrer. On n'a plus tous les gros vendeurs qui sont là, sont passés. Du coup, j'en place un là. Je me dis, le prix il va pas y aller non plus. Il faut que je sorte BE, je m'en fous. Quitte à pas gagner d'argent, c'est pas grave. Au lieu de supprimer mon ordre ou de le déplacer, de le remonter, j'en mets un deuxième et je supprime pas le précédent. Grosse connerie. Et là, je suis exécuté. Ouais.
Ok. En fait, j'ai été exécuté sur le premier ordre, et au clavier, en fait, j'ai un raccourci qui me permet d'annuler tous mes ordres, et en fait, j'ai pressé le... Dès que j'ai été exécuté, j'ai pressé le clavier. Bon, ça s'est bien passé pour moi. Mais bon, là, il y a eu un gros cafouillage quand même. Enfin, je pense que ça, de toute façon, pendant la session de trading en live, je m'en suis rendu compte. Et après, j'ai dû faire beaucoup plus attention à ce qui se passait par la suite, parce que ça, c'est le genre de choses, on n'est pas fier devant son écran. Là, ça s'est bien passé, j'aurais pu dévisser de 50 points, c'était pareil. Enfin, de 50 points, allez, de 10 ticks, c'était pareil, quoi. Et là, avec mon petit PNL de -12, où j'étais à peu près content de revenir... Non, je suis à combien en PNL? Là, je suis à -285. Ou allez, je m'en sors difficilement, ça aurait foutu un sacré coup au moral. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je suis toujours à l'achat, ouais, c'est un peu ambitieux, parce que là, le tape, c'est pas très prononcé, tout ça. Ok, je passe à l'achat, ouais, de toute façon, on est en train d'essayer de trouver des plus hauts. Ouais, je suis sorti ATP. Ah, j'ai payé haut, hein, donc s'il y a pas de... Enfin, quand on paye haut comme ça, enfin, moi, c'est comme ça que je trade. Quand je paye haut, si j'ai pas un mouvement hyper directionnel tout de suite, je sors avec très peu de gains, mais je sors. Après, si j'ai payé dans un bracket, si j'ai payé dans une zone de congestion ou dans une zone d'absorption, je peux être un peu plus tolérant. Mais là, on était clairement sur le haut du bracket, en fait, puisqu'on voit qu'il n'y avait pas eu d'impression avant dans cette zone-là. Donc c'est un coup à se retrouver, comme dirait Kevin Tosh, le seul Gugus qui a payé le point haut. Ouais, voilà, là, petite séance de cooldown. Donc ça, voilà, c'est ce que je disais, hein. Bon, là, je modifie mes couleurs, entre guillemets, je me fais plaisir. Mais après une session, après une petite partie de trading un peu intense, voilà, on prend 10 secondes, on fait autre chose, on s'aère un peu l'esprit, hop, et on y retourne. Donc à gauche, ça passe un peu acheteur, mais c'est pas suivi. Il y avait du monde qui était à l'achat dans le carnet, mais, euh, mais ça poule, on les retrouve en face chez les vendeurs. Ouais, donc là pour moi, en fait, voilà, ça c'est le genre de petit trade que je fais en fait quand je vois qu'il y a eu un gros mouvement directionnel en fait et qu'il s'arrête net, je rentre, je prends 2 ticks, je ressors. Parce qu'en fait, je sais qu'on est sur un mouvement qui va être en continuation baissière, mais j'ai 1, 2, 3 ticks à prendre en contre-tendance. En général, c'est assez peu risqué, il faut être assez rapide sur le timing. Donc ouais, c'est le genre entre guillemets de trade facile que j'aime bien traiter, quoi. Donc là, je m'autorise à peu près, ouais, 100 $ de perte sur un trade. Donc voilà, je le place à 100 $, je le remonte. Ouais, ça c'est une erreur d'exécution. Ça, c'est une erreur d'exécution. Là, pas beau. Ok, je rentre long. Donc là, impeccable. J'ai mis mon ordre de sortie, j'ai mis mon ordre d'achat, j'ai mis mon stop loss. Sachant que mon ordre de sortie peut aussi servir d'entrée, puisqu'en fait, c'est la zone de... Ça, c'est le bracket dans lequel j'ai envie de trader. Donc, à la limite qu'on soit à la hausse, à la baisse, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la volatilité sur laquelle je vais pouvoir prendre un peu d'argent. Donc, je le supprime quand même, mais bon, à la limite, c'était pas tant gênant. Donc là, je suis rentré ATP parce que je sens vraiment que là, on est dans cette zone. Alors ça, c'est pour ça que j'aime bien aussi je sais plus comment ils appellent ça, là, enfin, le système de Jigsaw qui est assez sympa et qui vient colorier l'inside print en fait en fonction des mouvements. Et ça permet en fait de voir la dimension du bracket court terme. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ticks. On a 9 ticks de bracket à court terme, donc ça veut dire que là-dedans, on peut aller en chercher 5. On peut aller en chercher 5 en théorie sans trop de difficultés, quoi, si on conserve évidemment ce type de volatilité. Donc je suis rentré à ATP, j'ai placé mon ordre qui est un peu au-dessus du bracket, enfin dans les 135 à mon avis. Ça, je vais le modifier juste après. Donc là, je surveille quand même, je suis prêt à sortir avec ma sortie à 100. Je la remonte un peu. Là, je sens que le trade peut partir à la baisse. Donc j'ai placé un ordre bien plus bas que mon objectif initial. Le but maintenant, c'est de sortir du trade sans perdre d'argent.
erreur, voilà. Donc là, je suis toujours pas confiant, je me dis 37,50 c'est trop ambitieux, il faut que je sorte avec 12, comme ça je paye mon aller-retour, je paye mes frais. Par contre, quand on fait ça, d'abord on annule son ordre, après on met le nouveau. Parce que là, ce qui peut se passer, c'est que si jamais j'ai un mouvement assez violent, je ferme mon trade, j'ouvre une position vendeuse ici, et après je pars à la hausse. Donc bon, je l'ai fait. Heureusement pour moi, la hausse, elle était que d'un tick, donc enfin de deux ticks, donc ça a fermé ma position. C'est pas monté plus haut, j'ai eu le temps de fermer le trade au-dessus. Par contre, bon. Donc pensez à ça. Pensez à ça. Supprimez vos ordres avant de déplacer vos sorties. Sinon, je pense qu'en fait, la meilleure solution, c'est de. Bah, enfin, c'est un petit peu c'est le problème de la sortie marché, quoi. C'est que de toute façon, on paye le spread. Et je sais pas si d'autres ont le même sujet que moi. Pourtant, j'ai un clavier de gamer de la mort, là. Tout en acier qui brille, avec des connecteurs en or et patati patata. Sauf que sur Jigsaw, je dois avoir à peu près un quart de seconde de latence, peut-être, mais je dis ça, c'est peut-être même plus, entre le moment où je presse mon ordre et le moment où mon ordre ATP est déclenché. Donc pour moi, je me sers surtout de l'annulation en fait, pour annuler les ordres qui sont en cours sur le carnet que pour sortir. Enfin, sortir en utilisant le clavier, pour moi, c'est vraiment un truc que je fais rarement à cause justement de ce décalage. Puisque à la souris, il n'y a pas de problème, quand je clique, c'est instantané. Mais au clavier, il y a cette espèce de petite latence qui doit être à peu près de la même longueur que la latence qu'il y avait sur le Railgun dans Quake 2. Donc c'est enfin Quake 3, pardon, j'ai une connerie. C'est très court, mais c'est suffisamment déstabilisant pour être emmerdant. Pour ceux qui connaissent la référence. Ah oui, donc ça c'est marrant ça. Je me rappelle effectivement de ce trade. Là, ici, on a une grosse liquidité à 122. Pour moi, ça, c'est un objectif. Donc, typiquement, c'est une zone, je pourrais tenter d'aller acheter le prix par là, notamment ici dans le tape, on voit qu'on est à 39,54,75. 39,54,75, donc c'est qu'on est monté par là. Ici, il y avait du monde qui était à l'achat. 39,52,75 dans cette zone ici, on avait du monde aussi. Voilà, donc ça, enfin, typiquement, moi, pour jouer ce genre de liquidité, en fait, je vais aller chercher un achat dans les 39,52 et monter et puis sortir dans cette zone là dans les 39,54, 39,75, 50, juste un peu en dessous. Puisque souvent en fait des fois il y a des réjections, c'est-à-dire qu'en fait le marché va monter pour tester la liquidité en fait, pour voir si elle va être pool ou si elle va rester si elle va vraiment rester en place et si c'est une vraie liquidité. Et donc en fait elle peut monter hyper violemment et redescendre aussi vite. Donc là comme ça vous mettez vos ordres de sortie ici, vous êtes exécuté, vous prenez 5-10 ticks, fin de l'histoire. Par contre, quand ça traverse, souvent, la mèche, en fait, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, il y a un trader qui va dire, bah, moi, de toute façon, les 122, je les smash. Donc, il va mettre un ordre énorme, enfin énorme. En tout cas, il va mettre un ordre, mettons, de 130 pour dire, je casse la zone. Sauf que ce qui peut se passer, c'est que bah, ce gars-là, il n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens au même moment qui ont la même idée. Donc, on va se retrouver en fait avec plus d'ordres que nécessaire pour passer cette zone. Et ça, vous allez le voir dans les tapes. Et du coup, en fait, au lieu d'absorber, enfin d'absorber ouais, si, d'absorber le carnet, on va monter un peu au-dessus. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des gens en fait qui est pris short. Ça s'appelle, enfin pour moi, c'est ce que j'appelle faire du lean. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont chercher à vendre cette zone ici. Donc, ils vont placer leur stop quelque part par là. Et après, ils vont jouer à la chute. Du coup, ça peut devenir intéressant de chercher un achat au-dessus. Je l'ai fait souvent. Allez, je vais dire qu'il y a un taux de proba de réussite là-dessus de allez, 30% grand max. Donc ça peut donner des choses hyper intéressantes, puisqu'en fait tous les gens qui sont short ici, leurs stops vont péter, et là, boum, on va avoir un gros mouvement à la hausse. Donc là, on peut aller chercher ouais, 5-10 ticks. Donc il faut sortir assez vite, hein, parce que ça peut retracer très vite, en fait. On le voit, en fait, c'est les stops qui pètent. Ou alors, ce qui peut se passer, c'est que bah, on était sur une tendance assez molle, ou alors sur une zone de prix qui n'est pas intéressante. Du coup, bah, évidemment, personne ne s'est amusé à shorter cette zone-là. Du coup, il n'y a pas de stop derrière. Du coup, par contre, on va quand même avoir un décalage de prix qui va se faire, puisque les acheteurs, en fait, qui ont essayé de faire péter cette zone, bah, normal, ils se sont pas tous mis d'accord en disant, bah tiens, toi tu mets 50 contrats, moi j'en mets 10, toi t'en mets 20, etc. Donc ils vont se retrouver à plusieurs à essayer de péter la zone. Donc ici, on va monter de 2-3 ticks au-dessus.
2-3 ticks ou plus. Mais en tout cas, on va être de 2-3 ticks au-dessus, parce qu'on va du coup acheter aussi les 42, les 53. Donc moi ici, je me suis foutu un achat, une sortie. Juste après, je prends 12,50, pas de risque. Fin de l'histoire. Donc là, on monte tout doucement. Ouais, ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je fais ça, en fait. Parce qu'en fait, c'est une zone qu'on a travaillée. Je m'explique. Quand on a une zone de liquidité comme ça, les premières fois, en fait, qu'on va y aller, mettons qu'on va être dans cette zone, on va monter, on va s'arrêter par là, et là, boum, on va faire un spike, on va redescendre. Et en fait, ce spike, c'est des espèces de tests, c'est-à-dire, parce que ce qui va se passer, enfin, ce qui se passe très souvent d'ailleurs, c'est qu'en fait, pendant ce spike, même s'il est hyper rapide, la liquidité, elle, ici, elle s'efface. Ça se voit très bien sur le Auction Vista. Le Auction Vista, de toute façon, j'ai décidé de plus l'utiliser, donc comme ça, il n'y a plus de sujet. Ça se voit très très bien sur l'Auction Vista, et en fait, ça, c'est donc. C'est des armes fantômes, enfin, c'est du spoofing, quoi. En fait, c'est quelqu'un soit qui essaye de faire pression sur le marché, mais bon, avec 115 ou carnet, il va pas faire une pression énorme, soit qui essaye justement de dire à tout le monde, bah, venez me chercher pour faire monter le prix. Donc, ce qui arrive fréquemment, c'est que justement, quand c'est du spoofing, comme ça, en fait, le marché, boum, il pète à la hausse, on s'aperçoit que c'est du spoofing, il redescend, et puis après, soit il reprend son trend de baissier, soit il végète un peu en dessous le temps de se décider. Mais enfin voilà, en tout cas ici il se passe plus rien. Du coup moi je fais ça parce qu'en fait c'est une zone de prix dans laquelle on a déjà travaillé et on est déjà venu dans la zone des 39,54. Et du coup en gros cet ordre on s'est aperçu qu'il n'a pas été pull. Donc c'est des vraies liquidités qui sont vraiment présentes dans le carnet. Qu'il va vraiment falloir acheter pour pouvoir essayer d'aller voir ce qui se passe au-dessus. Donc je me dis qu'en fait, si le carnet remonte jusque-là, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés et qui ont les moyens de casser cette liquidité. Après, bon, qu'est-ce qui va se passer après, ça ne le dit pas, évidemment. Mais en tout cas, pour moi, en fait, là, ce mouvement de hausse, en fait, il est vraiment fait maintenant pour aller péter ce niveau des 39,55. Boum. Bon, bah voilà. Donc, moi, j'ai pris mes petits 12,50. Clairement, ici, bah voilà, c'est ce qu'on voit ici. Boum, boum, boum. Ça n'a pas été traité. Ces zones de prix, là, elles n'ont pas été traitées. On est sur des stops qui ont pété. Donc là, on était sur les 39,55, 39,55. On prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ticks. Moi, j'ai pris un tick. Mais bon, je me suis fait avoir plusieurs fois aussi à me retrouver perché tout seul là-bas, parce que ça, c'est des trades que j'ai déjà tenté. De mettre un achat. De mettre un achat après une grosse liquidité comme ça avec un stop un peu éloigné, enfin avec une prise de bénéfice un peu éloignée. Bon, comme je disais, hein, ça marche dans 30% des cas. Après, bon, on arrive toujours à s'en sortir ou à sortir avec peu de pertes. Mais bon, donc moi je m'étais dit, moi je m'assure 12,50. Voilà, de toute façon, comme je repassais à peine positif en PNL, je m'étais dit, c'est pas le moment de me prendre une plonge de 100 $, ça m'aurait gonflé. Notamment pour aller chercher 12,50. Bon, je vois qu'on en est à 33 minutes d'enregistrement là, je vais essayer de passer un petit peu. Tout. Ouais, là, allez hop. Là ici, ok. Donc là, je suis rentré à la vente ici. Je vois les petits, du gros rouge. Petite session d'achat. Et là, boum, ici on a du rouge aussi dans les 39,75 aussi, pareil, donc 39,75 ici. Bon, je me suis placé un peu haut, mais clairement, de toute façon, là, ce qui va m'intéresser, c'est de rentrer short. Donc j'ai positionné mon ordre de sortie tout de suite. Mon objectif ici, je vois qu'il y a des acheteurs qui rentrent, mais qui se sont fait immédiatement contrer. Boum, voilà. J'ai pris 75 $, 0 de MAE, 6 de MFE. Voilà, c'est comme ça qu'il faut trader toute la journée. Je suis content quand j'arrive à faire ça. Je prends 75 $ sans risque, facile. On passe à autre chose. Donc on voit, ça vend toujours. Hein. Ça vend toujours. Mais par contre, ça vend, mais ça baisse pas non plus. Donc il faut quand même faire attention. On est sur une zone qui est rechargée au carnet. Donc si on veut rentrer typiquement à cet endroit-là, voilà, c'est là où j'ai placé mon curseur. Moi, c'est dans cette zone-là que j'essaierai de vendre.
puisque là, pour moi, ici, on est une absorption, donc on risque de remonter. Tiens, d'ailleurs, je suis passé à l'achat. Ouais, c'est ambitieux. C'est ambitieux. Ouais. Là, ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu cette zone d'achat, et là, je m'étais dit, avec un peu de bol, j'achète le retournement. Bon, on est quand même sur une tendance qui était hyper baissière. Je vois un petit peu de bleu, je rentre. Bon, voilà, je perds pas grand-chose, hein, je perds 50. C'était ambitieux, c'était agressif. Là, ouais, on retrouve... ouais, c'est ça, là, ici, on a un gros niveau. Et en fait, voilà, c'est ça. Donc, là, ici, ce que je fais, c'est que là, j'ai repéré donc cette zone ici, où en fait, on s'aperçoit qu'il y a 140, 177, allez, il y a 300 ordres qui ont été traités dans cette zone, un peu plus, 320, 330, plus les autres de l'autre côté, donc il y a 400 ordres ici, 400, 500 ordres. Notamment presque 200 à la vente, plus de 200, pardon, 240 à la vente ici sur cette zone-là. Donc clairement, je me dis que quand on va remonter ici, donc ça c'est des gens qui ont pris, enfin, qui sont en capacité de prendre leur bénéf maintenant de ce côté-là. Ce qui risque de se passer, c'est qu'ils n'ont pas pris leur bénéf parce que pour eux les gains n'ont pas été suffisants. Par contre, quand on va revenir là, ils vont sortir ATP du marché pour pas perdre d'argent. Un petit peu moi comme quand je sors ici là à zéro. Bon, sachant que moi je sors beaucoup au carnet, mais ici les gens risquent de vouloir sortir ATP ici, donc on risque de péter des stops, enfin pas de péter des stops, mais en tout cas d'avoir un mouvement violent qui va retracer à la hausse. Donc là ici c'est ce que je cherchais en achetant ici, en vendant là. Donc je l'ai placé là-haut et maintenant j'attends. Ouais, j'ai effacé mon ordre. Donc là je le remets, mais en fait j'hésite, parce que comme maintenant on est quand même passé bien en dessous, je me dis ces gens-là ne sont plus là. Donc c'est un peu toute la difficulté de ça, c'est qu'il faut réussir à essayer d'estimer un petit peu si c'était des gens qui étaient long terme ou court terme. C'est toujours compliqué. Alors moi quand je vois des gros ordres comme ça, je me dis toujours bon ça devait être du long terme, mais bon. Ouais, pour moi ici on est sur un petit bracket de continuation. Donc là je vais chercher à vendre, ouais c'est ça. Pour moi il y a eu un retracement haussier, mais la tendance est toujours baissière. Mais bon, là voilà, il n'y a pas eu le mouvement que j'espérais, je sors tout de suite. Je prends 12,50, je paye mes frais, je prends pas de risque. Là voilà, de toute façon, on est retourné, on est reparti à la hausse. Donc là, je prends à la hausse, le mouvement est assez violent, assez suivi. Je ressors. Là, je suis sorti ATP, hein. Je suis sorti au clavier, 37,50, pareil, j'ai pas eu le suivi que j'attendais. Là, on a une grosse zone qui est en train de se créer, là d'ailleurs, bah, je l'ai spoté tout de suite, je la signale. Je vais rentrer short en m'appuyant sur cette zone. Ça marche pas, loupé. Moi 112. Ouais, j'ai bien morflé là quand même. Ouais, ici, là, il faut. Ouais, alors ça, c'est un petit peu le problème de Jigsaw, c'est que je me rends compte un petit peu que le close PNL, le total PNL, le open, etc., c'est un petit peu aux fraises tout ça. Et en fait, régulièrement, je clique là-haut sur Open Close pour rafraîchir les gains. Parce que là, typiquement, on est passé de 180 et quelques à plus de 280. Euh, je comprends pas comment ça marche ce truc-là. Autant Jigsaw, j'apprécie pour le inside primp, pour les tails, là, je crois, je sais plus comment ils appellent ça, le système de coloration là, de l'inside print. D'ailleurs, il faudra que j'inverse les couleurs, là, je me rends compte en fait que ça devient rouge vif en fait jusqu'à 0. Ouais, là je suis rentré, j'ai été con, j'ai pas placé ma sortie. Enfin, j'ai pas placé mon stop, ça peut coûter cher cette connerie.
Et là, je me fais embarquer parce que j'ai pas foutu mon stop. Donc ça commence sur une erreur d'exécution, et là après c'est la psycho qui tient pas. Et voilà, ça c'est typiquement, c'est comme ça qu'on crame un compte. Donc là ici j'alourdis ma position en me disant que je vais scalper à la hausse. Parce qu'en fait tout ça c'est des zones qu'on a déjà travaillées, donc qui sont pas des zones pour moi inconnues, donc c'est pas des zones dans lesquelles on devrait avoir des gros mouvements baissiers, enfin c'est ce que je pense en tout cas. Donc là je me permets d'alourdir la position pour travailler un peu mon prix. Et je vais certainement commencer à scalper en fait à la hausse dans mon mouvement perdant, histoire de récupérer un peu de PNL. Alors l'avantage et l'inconvénient de faire ça, c'est que bon, l'avantage c'est que d'une position perdante, je peux quand même réussir à la transformer en position gagnante. L'inconvénient, c'est que si jamais j'arrive pas à scalper, parce que là j'ai toujours pas commencé, donc là j'ai un problème. Mais si voilà, là c'est parti. Voilà. Et ben, en plus je me vautre, très bien. Là je suis à combien de contrats? Je dois être à 3 contrats. Ouais, c'est ça, 3 contrats. Là, c'est une belle, belle, belle connerie. Donc, normalement, ce que je fais en fait à ce moment-là, c'est que j'essaye de scalper le plus vite possible en prenant des petits gains. Je vais viser 12-25 $ maximum. Et j'encaisse un maximum de petits gains comme ça dans ma position perdante, histoire de remonter mon PNL et de retravailler ma zone de prix. Ce qui me permet en fait de pouvoir alourdir la position ou de modifier du moins mon prix de revient sans prendre trop de risques. Donc là, petit à petit, je remonte mon stop. J'abaisse l'autre, donc le but ça va être de sortir avec allez, 100, 150 $, 200 si je peux y arriver. Donc voilà, donc j'ai pris ma perte à 225 et j'ai fait le con parce que du coup j'avais mon stop, il y avait 3 ordres. Donc là j'ai bien merdé, on reprend. Donc là, donc vous avez vu ici j'ai 3 ordres. Dans le marché maintenant, il me reste, donc là je suis positionné, j'ai 3 ordres dans le marché. Boum, maintenant j'en ai plus que 2. J'ai pas modifié mon stop ici. Donc j'ai bien 2 ordres ici à la vente sur la sortie. Par contre, j'ai toujours 3 ordres ici sur mon stop loss. Et ça, j'y ai pas fait attention. Je le remonte, je le mets à moins 200, et je vais être exécuté. Du coup, j'inverse ma position. Boum, erreur d'exécution. Bon, bah là, normalement, et bah là, vous voyez, donc je viens de me prendre allez, 225 dans la tronche en négatif. Et là, je reprends encore 200 dans la tronche en négatif à cause de cette connerie. Et rebelote. Je suis encore obligé de faire de la merde pour essayer de limiter la catastrophe. Mais le mal est déjà fait, hein. Ça, c'est ce type d'erreur d'exécution, c'est absolument catastrophique. Donc il y a deux conneries. Première erreur, c'est de ne pas sortir du trade, de ne pas avoir positionné mon stop loss dès le début sur le premier trade. Et la deuxième, c'est de ne pas avoir modifié mon ordre de sortie, mon stop loss, qui était à 3 positions, qui m'a inversé et qui me met dans cette position-là. Donc bon, je suis pas trop malheureux parce que je vois quand même qu'il y avait pas mal de rouge dans le tape à gauche et à droite. Donc mais on est toujours là dans un truc qui est vraiment pas sympa. Je pense que je faisais pas le malin là, hier. Je me rappelle plus trop de ce passage. Ok, donc là je reprends encore des pertes. Super. Et je pense que je vais continuer à essayer de travailler la tendance baissière. Ouais, non, je suis sorti quand même. Et là j'aurais pu essayer de continuer un petit peu à travailler cette tendance et alourdir un petit peu parce qu'on voyait qu'on avait quand même des beaux mouvements baissiers dans lesquels je pouvais essayer de gratter 5 ticks. Donc là voilà, en l'espace de 2 minutes, j'ai flingué de 19h58 à 20h28, j'ai flingué 30 minutes de boulot en 2 minutes. Donc, enfin, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il y a deux problèmes ici, c'est les erreurs d'exécution. Donc ça, malheureusement, pour ça, bah, il faut trader, 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 répéter, 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 répéter. Et justement, bien prendre conscience de tout ça. Donc moi, ce que je peux vous encourager à faire, c'est à vous enregistrer et faire des analyses a posteriori, comme celle que je suis en train de faire ici en live, pour bien voir en fait quelle connerie on a fait et quelle connerie il faut surtout pas reproduire. Ça, c'est la première chose. Donc erreur d'exécution, c'est on a fait une fausse manip. Fausse manip, le problème c'est quand on fait du trading, ça coûte du pognon tout de suite. Et la deuxième, c'est s'entêter dans un trade perdant. J'aurais pu sortir tout à l'heure avec, mettons, 150, allez, 100, 150 de pertes. À la place, je me cogne 112 plus 225, allez, 350 de pertes. Voilà.
Donc clairement, je prends plus de 200 $ de perte que j'aurais pas dû prendre. Par contre, ce qu'il faut pas, c'est qu'une fois qu'on a pris une perte comme ça, en fait, c'est s'entêter, enfin s'entêter au sens où tomber dans le revenge trading et essayer de se refaire instantanément, de retrouver de l'argent tout de suite et de regagner ces 300 $, c'est pas possible. Clairement, on voit que je gagne entre allez, 12,50 et 100 $ sur les plus gros trades. Donc ça veut dire que ces 350 $ que j'ai perdus, je vais certainement pas les retrouver en un seul trade. Il va me falloir peut-être une dizaine de trades pour rattraper cette perte. Donc il faut réussir à se remobiliser, pas s'énerver et redevenir méthodique, reprendre la méthode. Ça, mais je serais tenté de dire que c'est comme dans le sport, hein. C'est-à-dire que quand on vit un gros échec ou qu'on vient de se louper complètement, je pense notamment aux footballeurs qui tirent à côté de la cage à un penalty ou une connerie comme ça, tu peux pas te permettre de sortir du terrain, tu restes sur le terrain, tu te démerdes, tu fais ce qu'il faut, tu prends sur toi et tu fais le boulot derrière, quoi. Bah là, c'est pareil. Trading, c'est exactement la même chose. Euh, bon, là, du coup, j'affiche l'heure en fait parce que je me rends compte en fait que le carnet en fait d'ailleurs je crois qu'il me semble qu'il y a un moment j'ai dû faire une petite pause dans la session d'hier puisqu'en fait enfin là je trouvais que le marché était saccadé et que le carnet était assez vide notamment à la vente. Enfin bon je continuais à trader etc mais c'était la remarque que je m'étais faite, je fais mais pourquoi je trade ce marché là boum je déplace mon stop n'importe quoi. Euh, et du coup en fait j'affiche l'heure pour savoir à peu près où j'en suis et pourquoi. Donc là ici j'enchaîne les boulettes quand même, hein. J'enchaîne les boulettes. Ici, ouais. Là, je l'aurais retiré parce que la liquidité a disparu. Donc ça, ce que je fais en fait, c'est que j'achète cette zone-là pour acheter justement une zone de retour test sur la liquidité, sauf qu'elle a disparu. Donc bon, j'ai placé mon stop, je me fais péter, boum. On va avancer un petit peu. Donc là, ici, ouais, ça c'est... En fait, là, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais en fait, entre le début et jusque-là, allez, je me contentais de 100 $. Ça, c'est intéressant à remarquer, hein. Je me contentais de 100 $. Là, ici, je me prends ma série de trades perdants où j'ai fait de la merde. Et là, si vous regardez bien, j'ai un MAE de 7 et un MFE de 16. Donc là, ça veut dire que. Et je prends que 50 $. Donc ça veut dire que là, ici, typiquement, avec 16 de MFE, donc c'est mean forward, l'incursion du prix en fait dans le positif à partir de votre position. Et bien là, clairement, si je regarde tout ce qui est au-dessus, à 13, j'avais 13 ici, max, 10 ici, 11 ici, 11 ici, ça veut dire qu'en moyenne, à 10-12, je prends mes bénéfices. Et ben là, à 16, j'ai pas pris. Et je me retrouve avec 50. Et là, 187, c'est-à-dire que c'est plus que tout ce qui est au-dessus, et j'ai toujours pas pris. Et je suis là. Et ça, clairement, ça c'est une conséquence. Ça c'est une conséquence c'est là qu'on parle vraiment de la psychologie du trading. C'est qu'en fait, on a une modification de notre comportement. Donc là, typiquement, je parle du mien, hein, je parle de ça comme si c'était quelqu'un d'autre, mais je parle bien de ce que j'ai fait hier. Je suis pas une personne différente depuis hier. Mais par contre, en fait, je me suis pas rendu compte de ça. C'est que là, en fait, ici, j'ai changé de, j'ai changé d'état d'esprit et je vais chercher des trades beaucoup plus rémunérateurs. Et ça peut, ok, ça peut fonctionner, pourquoi pas. Euh, mais en tout cas, face à un changement d'état d'esprit, et ça, il faut en être conscient en fait au moment où ça se produit. C'est-à-dire que là, du coup, bah, clairement, ça l'a pas été parce que je me rappelle pas de ça. Maintenant, je le vois. Euh, Donc, deux solutions, hein. Enfin, soit effectivement on se dit, bah tiens, je vais changer de méthode, je vais aller chercher un peu plus d'argent et accepter un peu plus de risques. Mais par contre, il faut le faire de manière consciente. Et ça n'a pas été le cas. Donc ça, maintenant, il faut que je surveille un petit peu, notamment ces MAE, MFE, pour voir comment ils dérivent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, moi, ma technique de trading, là, ce qu'on peut voir, en fait, aller jusqu'à ce que ça parte complètement en vrille, ici. Moi, ce que je vise, c'est 60-70% de trades positifs, 5-10% de scratch. Donc les scratch, c'est cela. C'est les trades à 0 $ ou à 12,50 $, voilà, que je considère comme des scratch aussi. Et 20% de perte. Donc
20% de perte, c'est-à-dire que 20% du temps, je vais me bouffer des 50-100 $ de perte. Et 70% du temps, je vais soit pas gagner d'argent, soit en gagner peu, soit en gagner pas mal, mais voilà, pas des gros trades. Le fait d'aller chercher ça, des MFE de 16, 12, 20, du coup, ce qu'il faut vous attendre, c'est que cette performance là, de 70% de taux de réussite, elle va vraisemblablement tomber aux alentours des 50, 40, 30%. Donc vous allez vous prendre un paquet de gamelles. Donc il faut être capable en fait par contre de raccourcir les stops. Là typiquement c'est ce que j'ai fait ici, donc j'ai pas été complètement con non plus. C'est raccourcir les stops, puis mettre des stops à 100 $ comme je pouvais les faire ici là pour avoir des taux de réussite élevés. C'est mettre des stops plus courts pour augmenter le nombre de. Enfin pour limiter le risque, parce que là du coup vous allez rentrer un paquet de trades avant de réussir à en choper un qui monte à 200. Et ça veut dire qu'en gros, pour une réussite, vous allez avoir 2, voire 3, voire 4 échecs. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de perdre 100 $ sur 4 échecs pour aller gagner 200 $, c'est impossible. Par contre, vous pouvez vous permettre de perdre allez, 50 $ pour aller en gagner 200, voire un peu plus. Mais par contre, voilà, vous allez vous vautrer 3 fois avant. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire à propos de ça. Mais du coup, ça me gonfle un petit peu de ne pas m'être rendu compte de ça. Alors bon, instinctivement, j'ai fait un truc à peu près correct, pas trop déconnant. Mais ouais. Mais là, je pense que là, j'ai tilté. Hein. Là, 300, allez, 330 $, je prends. Hein. Fin de l'histoire. Hein. Là, j'espère combien 400 $. Et là, en plus, je vais alourdir. Oh là là, Guillaume. Alors, ouais, je suis sorti ATP. Ouais, je me suis quand même rendu compte que là, j'étais con. Je suis sorti ATP. Donc, je suis sorti ATP avec 275 $. On revient un peu en arrière. Je suis monté à 380, 387, 362 là. Voilà. Donc, en trading, il y a deux choses qui. Enfin, pour moi, il y a deux gros risques psychologiques en fait. On va revenir là-dessus. Le premier gros risque psychologique, c'est celui qu'on vient de voir à l'instant là, c'est le changement d'état d'esprit en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. On fait une connerie, on essaie de se remobiliser, on retourne sur le terrain, on va faire le boulot quoi. Et ben là, je suis retourné sur le terrain, je suis allé faire le boulot, sauf que j'avais beaucoup trop d'espoir et je m'étais foutu beaucoup trop de pression et je m'étais pas rendu compte que ça avait modifié ma façon de trader. Et ça avait modifié ma façon de trader et ça m'avait en plus rendu déconnecté du marché dans le sens où j'étais limite à espérer d'obtenir 500 de bénéf, enfin je sais pas, peut-être 20 ou 30 ticks de bénéf, alors que d'habitude, je tourne à 10, 11 grand max. Ça c'est le premier. C'est voilà, on enchaîne des pertes, on fait des conneries, on se démobilise, et puis derrière, on essaie de se rattraper en faisant n'importe quoi, c'est un peu ce qui s'est passé là. La deuxième, et à mon avis c'est la conséquence, enfin c'est la cause de ce qui s'est passé ici, c'est ça. C'est-à-dire que là en fait de 20h à 20h28, donc pendant elle est presque 30 minutes, j'ai aucune perte. Enfin, j'ai aucune perte. Voilà, j'ai que 2-3 pertes ici. Ces 2-3 pertes, elles ont l'avantage de faire en sorte de me dire, parce que là ici j'ai gagné un petit peu, là ici j'ai perdu un peu. Au niveau état d'esprit, tu te dis bon ok ça te recadre. Là tu te concentres, boum, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu prends des bénéfices, des bénéfices, des bénéfices, tu scratches, tu bosses, tu prends de l'argent, tu te vautres un petit peu. Mais là, grosse maille, en fait, t'es gagnant. T'es gagnant, tu te sens bien, tu te sens fort. Et c'est là que tu commences à prendre des risques, et c'est là que tu commences à être un peu plus light sur ta méthode, notamment sur le positionnement des stop-loss, notamment sur la surveillance des tailles de l'eau, etc. Et que tu te vautres. Donc voilà, pour moi, il y a deux gros risques, et puis c'est là-dessus, je pense que je vais finir, parce que de toute façon, enfin bon, à la fin, ça s'est fini, là, je crois que je suis à 75, enfin, ça s'est bien fini la journée, hein, de mémoire, hop là. Ouais, à la fin, je finis sur des trades énormes, enfin, on va le remettre. Là, je suis à 500, 500, je suis à 500 de PNL. Bon, je crois, de mémoire, il me semble que j'ai dû finir la journée à 800 de PNL, un truc comme ça. Donc ça s'est pas trop mal fini. D'ailleurs, ce qu'on peut remarquer ici. Ouais, allez, vas-y. Je raffiche tout. Ok. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que donc là ici effectivement j'ai mes MFE là qui explosent. Et là ça se calme.
Ici, j'ai un MFE hyper balèze aussi, bon, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé, mais grosse maille, ici, je retourne en fait dans un style de trading que je connais. Là, voilà. Après ici, là, je finis un super trade, mais il me semble que ça avait été ça en fait, que j'ai arrêté la session hier sur un super trade en me disant bon, ouais, c'est bon, c'est fini, ça fait 1 heure que je suis dessus. 1 heure, c'est énorme, hein. D'habitude, moi, je trade 20-30 minutes grand max. Là, je crois quoi, c'est ça, il est 20h56, j'ai commencé à 19 h et quelques, enfin 19h50. 1 heure de trading comme ça, c'est. Enfin, pour moi, c'est anormal. Mais bon, enfin, je me sentais pas mal, donc je m'étais dit, allez, on continue. Euh, mais faites surtout gaffe à ça, en fait, au changement d'état d'esprit. Donc, du coup, bah, cette vidéo, elle va me servir à moi aussi, parce que du coup, je vais me rendre compte que ce changement d'état d'esprit, en fait, je vais le voir ici dans les MAE et MFE. Du coup, ça, il faut que ça me serve il faut que ça me serve d'avertisseur. Il faut aussi que, là, ici, là, ces séries de gains, là, typiquement, là, ça, là, quand je me vois une série de gains, il faudrait que, je sais pas, mettons, je fais 10 gains d'un coup, 12 gains d'un coup, etc. Je fais une pause de 5 minutes. Il faut que je quitte les écrans, que je parte, je vais boire un coup, je vais faire autre chose, il faut faire une pause. Pour moi, ça, c'est ouais, c'est un risque. Donc, évidemment, quand on se prend une grosse gamelle, on se doute bien que derrière, on va avoir tendance à vouloir faire du revenge trading, etc., etc. Bien que j'ai pas vu que j'avais changé ma méthode de trading. Mais par contre, on se méfie pas assez aussi de ça, de ces grosses séquences de gains, qui modifient aussi notre état d'esprit, qui modifient un petit peu notre aversion au risque, et du coup, qui modifient notre façon de trader, qui augmente notre prise de risque, etc. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus. Et bien sûr, moi je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut, ciao ciao.